dirais qu'il y a deux choses derrière la création de Tulip. Il y a d'une part le fait qu'on est dans une période où l'industrie pharmaceutique est plutôt mal vue et plutôt attaquée par toutes les structures de Médecins du Monde, Médecins sans frontières, enfin toutes ces organisations internationales qui sont en train de démarrer dans le domaine de la médecine et du soin. C'est comme ça qu'un soir, dînant avec Bernard Kouchner, Bernard me dit, mais attends, maintenant que tu es au syndicat de l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de monter quelque chose qui, au lieu de m'obliger moi à faire du porte-à-porte pour obtenir des médicaments chaque fois qu'on en a besoin parce qu'il y a une catastrophe naturelle quelque part, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose qui nous permette d'avoir un guichet unique? C'était tout bête et c'était ça. Une chose majeure, c'était les urgences. Et j'ai trouvé que pour nous, Tulip, pour avoir vraiment toute sa crédibilité, c'était d'être capable d'intervenir immédiatement quand il y avait une urgence. Je crois que l'événement majeur qu'il y a eu pendant la période, si je peux dire entre guillemets, de ma présidence, ça a été ce drame du terrible tremblement de terre d'Haïti. Et on a pu immédiatement partir avec le premier avion des affaires étrangères, apporter des caisses d'urgence et on a pu intervenir. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et à côté de ça, si vous voulez, il fallait montrer qu'on pouvait être un partenaire de santé publique. Il fallait essayer de favoriser un certain accès et puis surtout être un partenaire dans les situations d'urgence. Donc on a dit il faut créer une structure un petit peu à la fois indépendante mais liée, qui ne cache pas du tout ses origines, transport d'urgence de l'industrie pharmaceutique. Bienvenue au club. Ouais, merci. Alors moi, je vois deux rôles principaux en tant que président de Tulip. Le premier, c'est bien sûr d'animer et de transmettre de l'énergie, de l'envie d'adhérer et de l'envie de donner. Et puis la deuxième, c'est être, avec une équipe complète, le porte-parole de Tulip auprès des autorités, auprès des ONG. Ce qu'il faudrait, si vous voulez, qu'il y ait une sorte d'appropriation au plus haut niveau des industriels de ça. Ouais. Parce que je pense qu'en interne, en communication interne, je crois que les employés sont très fiers. Ouais. Donc il faut se l'approprier, de dire regardez ce qu'on fait. Mon rôle est de faire le lien entre les entreprises du médicament qui effectuent des donations pour Tulip et les ONG bénéficiaires qui interviennent dans les urgences sanitaires sur le terrain. Cette année, c'est 40 ans. C'est très important pour Tulip parce que ça montre la longévité d'une telle organisation. Ce n'est pas le cas de toutes les organisations humanitaires. En 2022, Tulip a travaillé surtout sur l'opération de guerre en Ukraine, où elle a apporté une réponse pertinente. On est parti avec un gros lot de mâles tulipes étagés aussi en fonction des besoins, des âges. Voilà, on avait un peu des mâles d'urgence, des mâles de soins. Je les ai escortés jusqu'à Lviv, où on les a livrés en fait entre deux bombardements à l'hôpital de Lviv, qui ensuite, ces mâles ont été emmenés directement à Kiev, où elles sont arrivées le lendemain soir, puisqu'à l'époque, Kiev, c'était la zone de combat principale en Ukraine. Si on n'a pas les médicaments de Tulip, on a des missions qui, surtout, on fait du soin en premier, on fait beaucoup de post-médical avancé. Donc sans les mâles tulipes, ça devient très compliqué. Nous, on n'a pas travaillé qu'en Ukraine, on a travaillé à la fois en Birmanie, on a continué à travailler en Afrique, dans les urgences qui étaient d'ailleurs les nôtres, et puis on a surtout aussi travaillé avec le Liban, qui reste pour nous un des pays phares dans les demandes d'aide humanitaire aujourd'hui. Et là, on a un challenge très fort qui est de faire en sorte que, par rapport à notre mode d'opération, qui était plus un mode d'opération dans l'urgence, sous forme des kits, des fameuses cantines, vers un mode d'opération qui soit plus dans la durée, avec une fourniture continue. Alors on a eu une mobilisation pour la réponse en Ukraine qui a été exceptionnelle de la part des entreprises du médicament qui nous soutiennent. Mais on a eu aussi des soutiens de bénévoles. On a plus de 80 bénévoles de l'industrie pharmaceutique qui sont venus dans l'entrepôt de Tulip nous aider. Donc toute cette chaîne, depuis l'approvisionnement, le stockage ici dans l'entrepôt, la fabrication des kits ou la préparation des commandes, toute cette chaîne pharmaceutique est sous ma responsabilité et je dois m'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Donc nous, on invite les bénévoles, une vingtaine de bénévoles à peu près, dans une journée, et on essaye de préparer, on fait à peu près 108 cantines par jour. Chaque mois, chaque 2 mois, ça dépend de la nécessité de la demande en quelque sorte.
L'association, c'est toujours un grand souvenir déjà de l'association qui fait de l'humanitaire. Et on travaille dans l'humanitaire, donc en gagnant notre vie déjà. Et en même temps, tu fais de l'humanitaire, tu peux être utile à d'autres personnes. On relativise notre vie déjà quand on voit les autres. Donc vous voyez sur place que les gens, ils ont besoin de tout, alors que nous, on a presque tout. Et quand on est contaminé par ce virus d'humanitaire, on ne s'en sortira pas. On restera dans l'humanitaire et puis on pensera toujours humanitaire, humanitaire. Donc j'espère continuer à faire de l'humanitaire si Dieu me prête vie après ma retraite.